Bonjour à tous, le but de la vidéo d'aujourd'hui est de vous présenter les possibilités de test unitaire dans Eclipse en utilisant les librairies JUnit 3 et JUnit 4. Donc la première chose qu'on va faire, c'est regarder ce que nous avons pour l'instant. En fait, ce qu'on a, c'est une classe qui s'appelle ValidLogin, qui en fait permet de faire la validation d'un nom d'utilisateur d'un password et de sa confirmation. Donc si on regarde ce que ça fait, en fait, ça va lancer une exception si jamais le nom d'utilisateur est vide. Si le mot de passe ou la confirmation est vide, ça va également lancer une autre exception qui s'appelle Empty Password Exception. Si le nom d'utilisateur est inférieur à 3 en longueur, on va aussi dire que le login est faux, mais cette fois-ci pas sous la forme d'une exception, mais simplement de false. Et si le password est différent de la confirmation, retourne false. Donc c'est cette méthode qu'on veut tester de manière unitaire. Dernier petit point, cette méthode, à chaque fois qu'on fait une validation, va aller compter le nombre de validations, donc le nombre d'appels qui ont été faits au validateur en ce moment. Donc ce qu'on veut faire en fait, c'est à partir de ce bout de code, écrire les tests qui vont permettre de s'assurer qu'ils fonctionnent correctement. Donc ce qu'on va faire, c'est créer un package d'abord pour stocker nos tests. Donc dans tuto test, un package qu'on va appeler test, où on va mettre explicitement les tests. Ce qu'on va y faire, c'est tout simplement ici commencer par créer une classe qu'on va appeler test JUnit 4. On va commencer avec la version 4 de JUnit, qui est la version la plus récente. Donc on finit ici. Et la seule chose qu'on va avoir à faire pour écrire un test, c'est y attribuer la notation test. Et il faut que sa signature soit void et qu'elle soit publique. Donc à partir du moment où on a @test public void, tout ce qui va être derrière peut être un test. Donc on va ici faire un test simple dans lequel on va effectuer notre premier test. Donc la première chose qu'on va nous dire ici, c'est qu'il va falloir ajouter JUnit 4 au chemin de construction de notre projet, ce qu'on va faire. Et il a tout de suite directement importé la notation test. Donc ici, on va partir un valide login. Qu'il va falloir importer, qui vient de notre package. Et ce qu'on va demander, c'est à login de faire un isValid de Joris avec, comme mot de passe pipo et confirmation. Ici, ce qu'on devrait avoir, c'est un booléen. Et si on se souvient de la définition de notre méthode, ceci devrait renvoyer vrai. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici une assertion. Donc, pour utiliser des assertions, on va utiliser la classe assert, qui contient un certain nombre de fonctions. Et ici, ce qu'on va faire, c'est que, normalement, le résultat devrait être vrai. Il devrait être vrai. De result. Voilà. Alors, ici, comme on a déclaré la levée d'exception, on veut soit les attraper, soit simplement les retransmettre à la méthode. Donc, on vient de créer notre premier test unitaire. Un test unitaire, c'est tout simplement une méthode, annotate_test, et avec une assertion. Si on ne met pas d'assertion dans un test unitaire, il va toujours être correct et toujours s'exécuter correctement. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est l'exécuter. Donc pour l'exécuter, il faut le rouler comme un test unitaire. Ici, on va tout simplement utiliser Eclipse JUnit Launcher, qui est le lanceur de test unitaire de Eclipse. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit notre test qui s'est exécuté, et la couleur verte nous indique que le test s'est exécuté correctement. Donc pour voir à peu près qu'est-ce qui devrait se passer ensuite, on va essayer de faire un test qui, cette fois-ci, devrait lever une exception. Donc ici, ce qu'on va demander, c'est quelqu'un qui a un nom de moins de 3 de caractères. Qu'est-ce qui s'exécute? Non, qui est vide, excusez-moi, vide. Tac.
Et cette fois-ci, on va demander à toute la classe de s'exécuter comme un test unitaire. Donc on voit notre premier test qui s'exécute avec succès comme tout à l'heure. Et ici, on a un petit problème. Il nous dit empty login exception. Autrement dit, il a bien lancé l'exception empty login. Mais c'est le comportement auquel on devrait s'attendre. Alors dans test, on a une possibilité de spécifier qu'une classe d'exception est attendue, à savoir empty login exception. Donc là, ce qu'on vient de dire, c'est que ce test-là doit lancer cette exception, et que donc c'est logique que ça se fasse. Si on relance notre test, cette fois-ci, il s'exécute avec succès. On va finalement faire un troisième test ici, qui ne doit pas lancer l'exception cette fois-ci, mais qui doit simplement être normalement faux. Donc on se rappelle que si jamais le login faisait moins de 3 caractères, normalement il devrait renvoyer vrai. Si je l'exécute pour l'instant, on se rend compte que mon test simple false devrait renvoyer normalement vrai. En fait ici, result devrait être faux. Donc ce que je devrais attendre, c'est faux. Et donc, ce que je devrais avoir ici, c'est que result est égal à false. On réexécute notre test, et cette fois-ci, nos 3 tests se sont exécutés correctement, avec le résultat attendu. Donc ça nous donne nos 3 premiers tests, un test simple, un test d'exception, et un test qui renvoie faux avec une modification de l'assertion. Donc, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'en rajouter quelques-uns. On va essayer de voir ce qui se passe avec la possibilité de préparer les tests. Alors, ce qu'on va faire tout simplement, c'est mettre une méthode qu'on va appeler before, avec simplement un sysout qui nous dit avant, et qu'on va annoter avec la notation before. Alors ici, il nous demande de la trouver, et c'est une annotation qui vient simplement de JUnit. Si jamais maintenant on exécute nos tests, dans notre console, on va en fait avoir la fonction avant qui s'exécute avant chacun de ces tests. De la même manière, on va avoir une méthode after Alors ici, évidemment, le nom de la méthode, je pourrais mettre absolument n'importe quoi. C'est la notation qui fait que ça va s'exécuter après. Je sauvegarde, je vais importer mon annotation et j'exécute. Et ici, on voit qu'on a une succession de avant, après, avant, après, avant, après. Alors à quoi ça sert ces deux méthodes-là? Ça va servir principalement si on a besoin de préparer quelque chose avant d'effectuer le test, et que cette préparation est toujours la même, peu importe le test. Donc ici, dans ce cadre-là, c'est pas vraiment utile, mais ça pourrait l'être autrement. Donc ça conclut à peu près ce qu'on voulait voir avec les tests en JUnit 4. Ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de voir comment faire l'équivalent de cela en JUnit 3. Alors la grosse différence de JUnit 3, c'est qu'il n'y a pas d'utilisation d'annotation, et qu'il va en fait falloir étendre test case dans le JUnit Framework, ici, et s'assurer en fait que nous avons bien JUnit 3 dans notre build path. Donc on va aller regarder les librairies qu'on a actuellement. Ici on a JUnit 4, il va falloir rajouter dans nos librairies JUnit 3. Les deux librairies de JUnit sont compatibles, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser en même temps dans le même projet. Alors, comment ça va se passer cette fois-ci? En fait, ici, il va falloir que toutes nos méthodes commencent par test. C'est une convention qui va devoir être respectée. Donc ici, test simple. Donc cette fois-ci, on va reprendre à peu près la même chose que ce qu'on avait dans nos tests ici.
Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester quelque chose de différent. On va simplement aller voir si le... donc ici, il va falloir rajouter le flow exception. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder si le compteur de validation vaut 1, puisque nous avons fait juste une validation. Donc on va aller demander à notre plugin si son getValidationCounter vaut 1. Voilà. Donc encore une fois, ici, ce qu'on va faire, c'est simplement exécuter ceci comme un test unitaire en utilisant Eclipse. Et on a bien notre premier test qui s'exécute, test simple, correctement. Donc voilà, ce qu'on va faire maintenant, c'est, imaginons que cette fois-ci, le login ne soit pas correct. On s'entend, normalement, le nombre de validations devrait toujours être 1. Donc on va relancer notre exécution. Et cette fois-ci, on a un petit problème qui est qu'on attendait la valeur 1 et que la valeur retournée a été 0. Donc ici, on s'attendait à avoir 1 et on retrouve 0. Donc à partir de ce moment-là, c'est là qu'on tombe dans le mode de débugage pour essayer de résoudre le problème et comprendre ce qui s'est passé. Donc ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va mettre un breakpoint à l'entrée de notre test et réexécuter ce même test, mais cette fois-ci en mode debug. Donc on ouvre la perspective de debug qu'on avait vue précédemment. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer dans notre méthode valide pour regarder ce qui s'exécute. Donc ici, on rentre dans l'élément et on s'entend, l'incrémentation de notre compteur de validation est ici. Ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, notre username ici, la longueur est inférieure à 3. Donc on va en fait sortir de notre méthode à cet endroit-là et on ne va jamais se rendre au validation counter ++. Ce qui explique qu'à la sortie, ici, quand on retourne résultat, notre compteur de validation n'a jamais été incrémenté. Donc ça nous permet ici, avec ce premier test relativement simple, de se rendre compte qu'on a un problème dans notre code, et qu'on va aller corriger tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, si on va dans notre valid login ici, le compteur de validateur devrait être au début de la méthode. Voilà. Donc on va ensuite partir à un deuxième exemple de test en JUnit 3. Donc ici par exemple, on va vouloir faire un test d'exception sur le mot de passe. Donc imaginons qu'on ait un mot de passe vide ici. On s'attend à ce que normalement cet élément-là lève une exception. Donc, si on l'exécute tel quel, on va arrêter notre session de debug. Si on exécute test JUnit 3 actuellement, ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait, il y a une exception qui est lancée, qui est un empty password exception. Et c'est correct. Simplement, nous, ce qu'on voudrait, c'est que nos tests réussissent dans ce cas-là. C'est ce qu'on faisait avec la notation dans JUnit 4 ici, en simplement spécifiant que ce test, on attend qu'il lève une exception. Dans JUnit 4, on n'a pas cette possibilité. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? En fait, on va enlever le throw ici et utiliser un surround try catch dans lequel on va mettre l'exécution de notre ligne. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le catch et mettre ici un assert.fail. Qu'est-ce que fait fail? En fait, fail crée un échec automatique. On ne devrait jamais se rendre là, donc si on se rend là, c'est un échec de notre test. Le test devrait lever une exception. Par contre, si jamais l'exception est levée, on ne va rien faire pour l'attraper, c'est tout simplement un succès. Donc on réexécute notre test ici, et on se rend compte que notre test qui doit lever une exception est valide, puisqu'il la lève. On n'arrive jamais au fail, en fait on passe par ici, dans le catch, où on ne fait rien, puisque c'est un succès. Donc ça nous donne, encore une fois, une idée du mode de fonctionnement. On va faire encore un test supplémentaire juste pour... Donc voilà. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est tout simplement aller faire un test sur l'égalité de mots de passe. Oups, pardon.
Donc on va enregistrer quelqu'un qui s'appelle Joris et dont le mot de passe est Pipo. Mais l'autre, on va le mettre dans une variable qu'on va appeler A, qu'on va initialiser à P, et sur laquelle on va faire un A plus égal Pipo. Donc on s'entend, à cet endroit-là, normalement A devrait valoir Pipo, donc on va voir si on est capable de loguer quelqu'un avec Joris, Pipo et A. Encore une fois, il va falloir qu'on lève les exceptions de rigueur. Voilà, et ici, ce qu'on veut, c'est que result soit true, puisque les mots de passe sont égaux. Alors on voit ici que assertTrue a deux variantes. Une variante où on dit simplement ce qu'on veut qu'il soit vrai, et une autre variante où on met le message d'erreur qu'on veut afficher dans le cas où ça n'est pas le cas. Donc ici on va le mettre sans message d'erreur et simplement exécuter. Ici, on a une assertion false ici sur notre test qui nous dit que result est ici false. Donc on va aller, encore une fois, insérer un breakpoint et exécuter ce code en debug. On voit ici qu'on est capable de re-exécuter un seul test unitaire et éventuellement même de le relancer en mode debug directement en faisant un clic droit. Donc on se retrouve ici à notre endroit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans la méthode au moment où elle s'exécute et regarder ce qui s'exécute. Donc notre validation counter est élevé, le username, ce cas-là ne s'applique pas, celui-là non plus, celui-là non plus. Ici, on a password qui vaut actuellement Pipo et confirme qui vaut actuellement Pipo. Et on s'attend à ce que ici, on sorte avec un false. Non, qu'on est true puisque c'est égal. Mais on est sorti avec un false tout de suite. Alors regardons le code une deuxième fois ici. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la comparaison de password et confirms. Simplement, erreur standard, on a oublié que pour comparer deux chaînes de caractères, égal égal ne suffit pas, il faut utiliser equals. Donc on vient corriger ici notre code, on sauvegarde, on arrête notre phase de correction, d'exécution, et on va aller regarder ce qui se passe. Voilà. Donc on va retourner en perspective Java, revenir sur notre test JUnit 3 et le réexécuter. Cette fois-ci, nos trois tests sont concluants et on a bien le résultat auquel on s'attend. Donc, avant-dernier point que nous allons regarder ensemble, c'est comment effectuer le after et le before de JUnit 4 en JUnit 3. Alors, ce qu'on va avoir ici, en fait, c'est deux méthodes qui sont déjà préfixées. Donc, on va surcharger, qui sont disponibles dans la classe testCase, ici, qu'on est en train d'étendre, qui sont, la première qui s'appelle setup, et la deuxième s'appelle teardown. Ces deux méthodes vont avoir exactement le même comportement que nos after et nos before de tout à l'heure. Donc si jamais on a fait un système.out.println ici A et un autre B ici, en exécutant notre code, on se retrouve à avoir notre AB, AB, AB. C'est-à-dire que setup s'exécute avant chaque test et teardown après chaque test. Donc ça nous donne finalement les mêmes possibilités en test JUnit 3 qu'en test JUnit 4. Évidemment, naturellement, on a tendance à considérer que la syntaxe de JUnit 4 est plus simple et plus plaisante. Pourquoi on parle ici de JUnit 3? C'est parce que principalement, la plateforme Android utilise JUnit 3 comme base pour les tests unitaires. Donc la plupart des choses de test JUnit 4 ici, on ne pourra pas les utiliser à partir du moment où on utilise la plateforme Android. Alors un dernier petit point intéressant qui va nous permettre de regarder certaines choses, on va parler ici de couverture de test. Donc qu'est-ce que c'est que la couverture de test? En fait c'est tout simplement l'idée de se dire, j'ai ici valid login, quelle est la quantité de code ici
que j'ai couverts avec mes tests. Donc lesquels de ces tests ont été couverts grâce à mes tests unitaires. Donc ce qu'on va utiliser, c'est quelque chose qui s'appelle ECL EMA. Donc quand on veut l'installer, en fait, on va tout simplement aller y rentrer le projet ici, donc à l'URL http://update.ecml.ema.org. C'est un plugin Eclipse qui permet de faire de la couverture de code. Une fois que vous avez installé cet élément-là, qui est déjà installé sur ma machine, ce que vous voyez apparaître, c'est ce menu-là. Le menu avec la petite flèche et le carré vert et le carré rouge, qui est en fait une couverture de test. Donc quand on vient ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer une coverage couverture, et on va pouvoir regarder avec soit l'un soit l'autre, quelle est la couverture de test. Alors ce qu'on fait la plupart du temps, c'est qu'on va aller sélectionner tous les tests dans le projet sélectionné, et sélectionner le projet au complet. Ça va nous permettre de savoir ce qui est couvert par l'ensemble de tous les tests qu'on a fait jusqu'ici. Donc quel est le résultat de ça? En fait, ça va lancer tous les tests unitaires qu'on a précédemment écrits, et nous donner un rapport de couverture qui se présente dans le code sous la forme de couleurs. Donc ce qui est en vert, c'est ce qui a été couvert, et ce qui est en jaune, c'est ce qui a été couvert, mais jamais déclenché. Donc en particulier, ici, cet élément-là n'a jamais été lancé. Et on a ici un indicateur de couverture de code, qui nous spécifie que 95,8% de la classe valide login a été couverte par nos codes. Ce que ça nous dit ici, et le dernier point de cette vidéo, c'est que c'est bien intéressant d'avoir des codes du test unitaire, mais si on teste tout le temps le même morceau de code et qu'on en oublie 80%, ça a peu d'intérêt. Donc c'est là que la couverture de code va venir, pour nous spécifier que, nos tests passent, nos tests sont intéressants, et nos tests couvrent l'intégralité, ou en tout cas une très grande proportion, du code qu'on voulait tester. Voilà, donc pour résumer l'ensemble de cette vidéo, le but était de vous montrer comment facilement mettre en place des tests unitaires dans Eclipse, dans les deux formats, JUnit 3 et JUnit 4, aller chercher un certain nombre d'erreurs et passer en mode debug pour essayer de les résoudre, et finalement effectuer une couverture de code pour savoir dans quelle mesure on a réussi à s'assurer de la bonne qualité de notre logiciel.